Bonjour à toutes et à tous, c'est Alric, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la fuite vers les étoiles. Chapitre 3, pris au piège, et on va cette fois-ci avoir le point de vue des résistants. La planque, comme aimait l'appeler John Smith, n'en était pas réellement une. L'entrée barricadée de planches de bois située dans le quartier le plus mal famé de Necropolis n'aurait sûrement pas effrayé un soldat de l'Armada de s'y aventurer. La sphère avait depuis longtemps percé à jour le refuge de la résistance, qui avait autrefois abusé de déplacements réguliers pour tromper l'ennemi. John avait quitté sa blouse de scientifique pour passer inaperçu aux yeux des habitants. Un capuchon dissimulant son visage, il avait filé à travers les dédales de ruelles luminescentes sans demander son reste. L'opération avait fonctionné au-delà de toutes ses espérances. Il avait réussi à dérober sans la moindre difficulté 2 pièces mécaniques qu'il n'avait pas eu le temps d'identifier. Il verrait de quoi il en retourne une fois à la planque. Ses yeux, depuis noirs, dénués de compassion, balayèrent la rue alors qu'il traversait l'arche du district 10. Cet édifice aux multiples reflets opalescents avait été érigé pour indiquer l'entrée du quartier. Chaque district possédait sa propre arche à Necropolis, et chacune d'elles était illuminée d'un éclat différent. En l'absence de la lumière du soleil trop intense à la surface du globe, la ville consommait une quantité faramineuse d'électricité, que ce soit les dalles lumineuses faisant office de sol, les façades des habitations, ou même les parois de la caverne, l'alimentation requérait une activité à plein régime de 3 centrales géothermiques. Le prélèvement de la chaleur de la croûte terrestre leur permettait de produire des réserves suffisantes, mais cela ne pesait pas bien lourd en comparaison du rendement des centrales solaires situées à l'extérieur. John savait que le fonctionnement de ces dernières assurait leur survie. Elles absorbaient chaque jour un tel volume d'énergie solaire que Necropolis pouvait naturellement rester éclairée 27 heures sur 27. Les nuits ressemblaient aux jours. Personne ne dormait selon des horaires précises, les gens vaquaient à leurs occupations sans se préoccuper du temps. Pour John, cela était d'autant plus appréciable qu'il ignorait dans combien de jours le glas de la fin de l'humanité allait sonner. Car à l'instar de tous les partisans de la résistance, il pensait que l'espoir n'avait plus lieu d'exister. Les expériences de la sphère n'étaient qu'artifices destinés à se voiler la face. On racontait tout bas que le gouvernement planchait d'arrache-pied sur une solution pour atteindre Kaibinos, l'exoplanète censée abriter des traces de vie avancées. Jusqu'à présent, John croyait qu'il ne s'agissait que de mensonges visant à rassurer le peuple, mais son intrusion dans les laboratoires venait de lui prouver le contraire. La sphère travaillait bel et bien sur un projet ambitieux, et il avait constaté que les scientifiques ne ménageaient pas leurs efforts. Les voir œuvrer pour ce but commun, refouler la fatigue et l'angoisse l'avaient touché, malgré toute l'amertume que la simple évocation du nom de la sphère éveillait en lui. De l'amertume ? Non, un profond dégoût plus exactement. Depuis qu'il avait démissionné de son poste de commandant des forces spéciales de l'Armada 6 ans auparavant, John regrettait de n'avoir pu cracher sa bile au nez du président Hodar. Il avait perdu sa femme Liz et ses 2 enfants Alan et Joyce 4 ans plus tard, lorsque le gouvernement les avait capturés lors d'un raid à l'époque où la planque se trouvait dans le district 5. Il avait toujours considéré cette arrestation comme des représailles. Hodar ne s'était jamais remis de son désistement, il s'était senti trahi. Dire qu'ils ne m'ont jamais avoué comment ils sont morts, songeait-il les dents serrées. Je présume que c'est arrivé à cause de leurs fichues expérimentations, même si, à ce temps-là, j'étais convaincu que cette bande de scientifiques avait tous un grain de travers. À l'époque où il faisait partie de l'Armada, la sphère dissociait complètement l'armée des scientifiques, si bien que nulle personne extérieure au laboratoire de recherche n'aurait pu se douter de ce qui s'y préparait, hormis le président Hodar. La décision de regrouper les soldats à proximité du département scientifique a été prise alors que les effectifs commençaient à décroître de manière inquiétante. Hodar a préféré anticiper les intrusions malveillantes de la résistance, qui avait déjà tenté d'y pénétrer. John savourait une victoire qu'il attendait depuis 4 ans. En dépit des moyens de sécurité mis en place, il avait réussi à rencontrer le professeur Beckman, dont le nom était célèbre dans le monde entier. Il soupira d'aise en descendant l'escalier roulant menant au bas quartier, là où l'obscurité reprenait ses droits, là où les venelles s'apparentaient à des coupes-gorges. Sans prêter attention aux passants qui s'écartaient de son passage, il se dirigea vers une bâtisse délabrée. La porte d'entrée, barricadée, exigeait la force d'un colosse pour s'ouvrir. John se baissa et s'infiltra dans un conduit dissimulé dans l'ombre. Se retrouver à l'étroit dans ce tuyau d'1 mètre de largeur l'avait toujours répugné. Il avait l'impression de s'enfoncer dans un tunnel sans fond d'où il ne pourrait pas ressortir. Arrivé à l'autre extrémité du conduit, il s'en extirpa en vérifiant que les 2 réacteurs étaient intacts dans sa besace. « Bon retour parmi nous, monsieur Smith. » La voix métallique de Rosa le surprit.
D'ordinaire, le robot domestique s'occupait de la sobriété des lieux et n'attendait pas stoïquement dans le vestibule. Il lui répondit néanmoins avec une fougue inaccoutumée. « J'ai fait ma passe sur un butin qui vaut tout l'argent du monde, regarde ça, 2 réacteurs pour le prix d'un. C'est Angelina qui sera ravie. Impressionnant, vos talents ne cessent de me stupéfier. Arrête, Rosage, tu sais très bien que tu ne ressens rien. Les humains m'ont fabriqué des émotions, pourquoi n'aurais-je pas le droit d'en abuser? Tes sentiments se limitent à ton vocabulaire et tu le sais parfaitement. Maintenant, nettoie-moi cette pièce, ça sent les boyaux d'un bœuf qu'on aurait rôti au grill pendant une semaine. Exécution. Bien, monsieur Smith. John retira son capuchon et son gilet étouffant pour laisser respirer ses biceps. Il avait beau avoir quitté l'armada, il pratiquait toujours quotidiennement ses exercices de musculation. C'était les seuls moments durant lesquels il s'abandonnait entièrement pour retrouver une unité intérieure, se retrouver lui-même. Rien au monde ne lui procurait pareille sensation, et le résultat de ses entraînements influait notablement sur les formes avantageuses de ses abdominaux qu'il se plaisait à arborer en public. La salle commune de la Résistance se situait au niveau inférieur. L'escalier en colimaçon permettant d'y accéder comptait plus de 1000 marches, un exercice supplémentaire pour les tibias. John dévala les degrés sans se départir de son sourire. Dire que ses collègues lui avaient répété des centaines de fois que la mission allait échouer, il risquait d'être stupéfié. La voix d'Angelina retentissait jusque dans le couloir. John se doutait qu'elle était en train de faire le point sur la situation actuelle. L'objectif de la Résistance n'avait pas changé depuis sa création. Elle désirait le retour du réseau VHL. Pourquoi le gouvernement n'acceptait-il pas de le remettre en service pour la population? Le fait d'être condamné n'était-il pas une raison suffisante pour vivre impunément? John avait toutefois conscience des risques encourus. L'intelligence artificielle que le professeur Armstrong avait créée pour gérer le réseau avait asservi les humains de l'époque rassemblés à l'intérieur. Mais la situation avait été résolue tant bien que mal. Réactiver le VHL ne nécessitait aucune intelligence supérieure. John s'était juré de faire ployer la sphère sous de sérieuses menaces. La pièce principale de la planque s'étendait sur une surface équivalente à 2 terrains de football. Cependant, son plafond bas réduisait l'impression d'immensité qu'elle suggérait de prime abord. La Résistance avait rassemblé en cet endroit une multitude d'engins à la technologie de pointe. Les repas étaient distribués sous forme de pastilles nutritives. Les tables recelaient des interfaces tactiles et vocales connectées au réseau network. Les lampes électriques étaient programmées pour répondre au son de la voix d'Angelina et plusieurs autres résistants. L'accès aux chambres se faisait à l'aide d'un détecteur à empreinte digitale et les lits eux-mêmes pouvaient se configurer pour engendrer un confort maximal. John entra dans la salle commune en brandissant sa récolte d'un air triomphal. Angelina et une trentaine de résistants étaient rassemblés autour du pupitre central, intégrant un ordinateur holographique qui affichait à cet instant une maquette en 3 dimensions de Nécropolis. « Si l'armada nous prend par surprise, planquez-vous dans... » Angelina, une femme d'un âge avancé mais qui n'avait rien perdu de son charme naturel, s'interrompit en apercevant John. Sa chevelure blonde enduite d'une crème capillaire étincelait littéralement sous la clarté des lampes. Un sourire nerveux se peignit sur son visage avenant. Tout le monde se tourna vers John pour l'accueillir chaleureusement, bien que les résistants paraissent étrangement moroses. Angelina, leader de la résistance, avait élu John au rang d'adjoint dès son admission dans la résistance. Une complicité s'était aussitôt formée entre eux. « Oh, je n'osais y croire !» s'écria Angelina. « Tu étais formidable, John !»« Sans vous, je n'y serais jamais parvenu. Votre coopération a joué un rôle déterminant. » John ôta de son oreille le transmetteur avec lequel la résistance avait pu le guider tout au long de l'opération. Il se félicita de ne pas l'avoir égaré, les tourderies étant l'une de ses spécialités. « Le président Oddard doit être furieux à l'heure actuelle !» jubila un jeune homme doté d'un t-shirt diaporama, faisant défiler des clichés de plage paradisiaques. Son ton forcé sonnait faux. Décidément, l'atmosphère qui régnait dans la planque avait changé depuis que John était parti pour la sphère. « Nous devrions dès à présent nous préparer à une répression, » tempéra un autre. « L'armada risque de nous tomber dessus. » John déposa les 2 réacteurs à côté de l'hologramme de la ville, curieux de découvrir la réaction des résistants. Un silence pesant plana une seconde dans la pièce. Puis Angelina posa la question inévitable. « mais qu'est-ce que c'est au juste ?» Si John se sentit décontenancé, il ne laissa rien paraître. « Ceci, mes amis, est le prélude de notre victoire. Ce sont 2 réacteurs que j'ai volés dans le bureau même du professeur Beckman. » Tu as trouvé son bureau sans notre aide? Félicitations. Ce manque d'enthousiasme accentua la perplexité de John. C'était un coup de chance, j'imagine que ce réacteur était en révision puisque Beckman a vérifié ses plans. Je l'ai un peu brutalisé, vous ne m'en voulez pas. Il m'a révélé que ces réacteurs étaient le cœur d'une centrale de désintégration machin, je me souviens plus du nom exact. Toujours est-il que sans eux, ils ne peuvent finaliser leur projet et nous n'avons qu'à leur demander une rançon. Nous leur rendrons le réacteur seulement s'ils acceptent de nous rendre accessible le réseau VHL. Simple, non?
Oui, c'était le but de départ, John, mais cela veut dire que la sphère travaille vraiment pour envoyer des hommes sur Kaiminos? Comment compte-t-elle s'y prendre? Leur centrale ne fonctionne pas encore, mais je pense qu'elle agit sur le corps humain. Un voyage à bord d'une navette est exclu d'avance. De même, il est impossible d'emporter le réseau VHL dans l'espace pour prolonger l'existence humaine. Le matériel nécessaire est trop volumineux et requiert un entretien que nul n'est plus apte à exercer de nos jours. Mais ce sont de croire à ces balivernes, quel que soit leur projet, transférer des hommes sur une terre située à des années-lumière n'est qu'une illusion. Angelina le fixait de ses prunelles d'un bleu azur. John remarqua l'absence de l'étincelle qui caractérisait d'habitude ce regard si déterminé. « Je n'en suis plus très sûre, concéda-t-elle confuse. Je veux dire, le gouvernement communique avec la station Fate sur Mars. Nous ne savons rien de ce qui se dit. Je suis fier de m'opposer à eux, je reste campé sur mes positions. Je souhaite que nous puissions entrer de nouveau dans le réseau et pouvoir y vivre en paix, affranchis de toute contrainte, jusqu'à notre mort. Mais voir ces réacteurs me remplit de doutes, John. Ne sommes-nous pas en train d'empêcher l'humanité de réaliser sa plus belle œuvre? N'y a-t-il pas d'autre moyen pour obtenir la réouverture du réseau? Honnêtement, je croyais qu'on t'envoyait là-bas pour que tu captures un scientifique et non le résultat de leurs recherches. Vous n'avez pas voulu m'écouter, il nous fallait des preuves de leurs travaux, s'insurgea John en bombant le torse. Ne me dis pas que cette mission n'en valait pas la peine. Les preuves, nous en avions déjà. Que signifient à ton avis ces signaux de communication que nous avons interceptés maintes fois avec la station Fate? La sphère avait daigné travailler sur les exoplanètes. Nous croyions que les scientifiques élaboraient une nouvelle navette afin de rejoindre Mars le plus tôt possible, et nous laisser crever comme des rats. Je ne te comprends plus, Angelina. Qu'est-ce que tu me reproches finalement? De quel côté es-tu? La Résistance est la seule organisation opposée au gouvernement. Je n'ai pas été élu en son sein pour ensuite démissionner, comme tu l'as fait avec l'Armada. Je l'ai fait parce que Chris Collins a été tué, j'étais anéanti. Les résistants autour de la maquette intervinrent pour éviter qu'ils en viennent aux mains. John fulminait de rage. Le rappel de la mission dans laquelle son plus proche ami, Chris Collins, avait trouvé la mort, lui remémorait d'atroces souvenirs. S'il n'avait pas appris à contrôler ses impulsions, il aurait déjà fracassé les réacteurs contre le mur. Angelina se contraint à demeurer stoïque malgré ses jambes chancelantes. « Ah, je suis désolé. Écoute, nous utiliserons ces réacteurs pour les attirer dans l'entrepôt du district 11. Nous demanderons à ce que le réseau redevienne opérationnel, mais si jamais il refuse, je me rendrai moi-même à la sphère. Je ne supporte plus cette vie. J'en ai assez de devoir vivre terré dans ce trou infect. J'expliquais tout à l'heure aux autres que si jamais l'Armada débarquait avant que nous ne soyons préparés, nous nous rassemblerons dans la cave. Les soldats ne nous trouveront pas là-bas. Qu'allons-nous faire des réacteurs sans que quelqu'un peut nous... Je viens de le dire, nous les emmènerons jusqu'à l'entrepôt du 11e district. La méfiance sera de mise, je crains que l'Armada ne nous laisse aucune chance d'en réchapper. Prenons nos propres armes, il est temps de cesser ce jeu. Tu veux que nous nous battions contre l'Armada? Demanda John d'une voix puissante. Tu es folle, ils nous écraseront comme des insectes. Nous avons réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui, pourquoi cela changerait? Je suis lasse, John, laisse-moi au moins le plaisir de te tuer. Angelina lui lança un sourire dément. Elle sortit une arme à feu de son veston et tira volontairement sur un jeune garçon qui n'eut pas le temps d'esquiver. La décharge le tua sur le coup. « Plus un geste ou je vous décime tous !» John en avait le souffle coupé. Il n'en croyait pas ses yeux. Voilà pourquoi les résistants paraissaient si mal à l'aise. Qu'était-il donc arrivé à Angelina? « La résistance a été maîtrisée, monsieur Smith, tonitruya-t-elle en pointant son arme dans sa direction. Pendant que vous exécutiez votre petit manège dans la sphère, le président Hodar avait également préparé sa stratégie. Une brigade spéciale de l'Armada a été réquisitionnée pour atteindre cette planque dans le plus grand secret. 3 soldats, pas plus, ont réussi l'exploit de renverser la résistance. Comme quoi, avec une bonne tactique, tout est possible. Il reste des résistants dans tout Nécropolis. Qu'est-ce qui te prend, Angelina? Cette dure à cuire nous a donné du fil à retordre. Elle s'est défendue de toutes ses forces, mais n'a pas résisté au diapason. En interrogeant ces jeunes insouciants, elle balaya d'un geste le groupe de résistants qui s'était massé près du corps de leur ami. J'ai appris qu'un certain John Smith allait bientôt revenir d'une mission capitale. Mes 2 collègues de l'Armada ont eu alors l'idée de contrôler Angelina via l'interpréteur de subconscience. Vous savez cet engin révolutionnaire que nos ancêtres utilisaient pour prendre possession d'un corps inconscient ou mort? Vous n'êtes que des ordures, vous tuez sans le moindre scrupule. Tu devrais pourtant connaître la philosophie de l'Armada. Je n'ai jamais assassiné d'innocents. Lâchez cette arme et montrez-vous. Battez-vous à la loyale, faites honneur à l'armée. Du fond de la pièce apparut soudain 3 silhouettes vêtues de noir, chacune disposant d'un revolver à diapason. Les résistants reculèrent en hurlant de frayeur, impuissants. Sans armes à disposition, ils n'avaient plus le choix. « À partir de ce jour, la résistance n'est plus », déclara la femme qui avait doublé la voix d'Angelina. Et, à l'aide de l'arme d'Angelina, braquée sur la poitrine de John, elle tira.